On parlait tantôt avant la pause du coronavirus, l'Union africaine qui a obtenu 270 millions de vaccins pour le continent. Et donc le débat sur la question de la prévention, justement, on l'a enseigné à l'école, le vaccin permet de prévenir les maladies. Mais dans le cas d'espèce de ce vaccin anti-Covid-19, ceux qui l'ont fabriqué le disent, ça n'empêche pas la contamination, ça empêche juste de développer des formes graves. Donc vous pourrez vous faire vacciner, mais vous serez contaminé et vous pourrez contaminer d'autres, mais vous ne développerez pas de forme grave. Voilà. Or, il se fait que le continent ne développe pas de forme grave. Oui, mais il faut vacciner tout le monde. Que vous développez des cas graves ou pas, il faut vacciner tout le monde. C'est un vaccin qui prévient, en tout cas. C'est un peu comme le paludisme, c'est un peu comme les autres pandémies qui avaient secoué le monde entier. Tous les vaccins qui ont été trouvés ont permis de prévenir. Justement, le palu n'a jamais eu de vaccin, alors qu'il a beaucoup de similitudes avec le corona. Voilà. On n'a jamais trouvé de vaccin, voilà. Même pas de remède très efficace. Voilà. Et donc aujourd'hui, si vous souffrez du palu, vous prenez un Doliprane, vous prenez, je ne sais pas quel comprimé. Je pense que, en tout cas, ça atténue. Et puis, bon, voilà, vous reprenez vos activités si vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, sur cette question, je pense quand même qu'il faut comprendre aussi la nécessité de mettre à l'abri toutes les populations du monde. Il faut prévenir. Quand on préfère en tout cas être vacciné, être prévenu contre cette pandémie, que d'être vulnérable, de rester sans vaccin, d'être vulnérable. Et quand vous êtes atteint par cette pandémie, vous êtes éligible à la mort. En tout cas, sur les expériences que nous avions eues, sur les chiffres qui sont avancés, vous êtes directement éligible à la mort, alors que le vaccin vous permet de combattre ce virus et de pouvoir véritablement rester peut-être en vie sans forcément être à l'abri d'une autre contamination. Donc le vaccin, s'il est sorti, j'estime qu'il est sorti parce que il faut véritablement apporter la solution contre cette pandémie-là qui a fait 1 an d'existence depuis novembre-décembre 2020, qui a fait 1 an et qui aujourd'hui continue toujours par alarmer le monde entier parce qu'à ce jour, aucun vaccin n'a véritablement été trouvé qui puisse participer à la lutte contre cette maladie, même si ces vaccins qui ont été trouvés ont été mis à la disposition de la population avec quelques petits doutes. Beaucoup de scientifiques ne s'accordent pas sur le côté efficacité de ce vaccin. Est-ce que derrière ce vaccin, justement, il n'y a pas des enjeux géopolitiques auxquels l'Afrique est complètement absente? Bon, bien évidemment, il n'y a pas que le vaccin, même la lutte déjà contre même cette pandémie. Et lorsque vous prenez aujourd'hui la Chine, qui est aujourd'hui ce modèle-là, on comprend directement qu'il y a d'énormes enjeux géopolitiques qui se jouent là-dessus. Mais ici, c'est vrai que ces enjeux géopolitiques, si on l'a pu le constater sur d'autres domaines également, ici, étant donné que nous sommes dans une pandémie qui continue pas à nous côtoyer, également qui continue pas à faire des ravages, cela ne s'exprime pas en tant que tel. Mais nous savions qu'au niveau même de... Mais quand on parle de ravages par rapport au coronavirus, est-ce qu'il y a vraiment ravages? Moi, je regarde ces chiffres sur 1 an. Je vous avoue que le palu fait pire. Hein. Non seulement ça. Moi, j'essaie un peu de faire, c'est justement parce qu'on n'a pas eu des statistiques qui pourraient réellement nous permettre de confronter le taux de mortalité quand nous prenons peut-être l'ensemble de nos pays. Surtout nous prenons par exemple le Togo, on peut constater que peut-être dans 1 mois, quel est le taux de mortalité que nous avions eu de tel temps à tel temps comparé aux autres pays. J'avoue qu'un scientifique me disait qu'en réalité, si ces données-là étaient là, on constatera que le taux de mortalité que nous avions eu pendant ces moments de la COVID-19 sont moins que les taux de mortalité que nous avons eu en période non-Covid. Oui. Dans la mesure où, cette fois-ci, il y a eu des aspects assez précautionnels en ce qui concerne la santé qui ont été donc mis en exergue. Il y a eu des gens qui sont d'abord protégés, les interactions, on n'en avait pas assez. Donc, le taux de mortalité, en temps normal, a beaucoup plus diminué en cette période de Covid qu'en période non-Covid. Et ça, moi, je suis tenté quand même de le croire. Ainsi, sauf qu'aujourd'hui, étant donné que l'Afrique est également, nous sommes ces pays-là qui tendent souvent la main, et c'était aussi une période où carrément il y avait aussi ces aides-là, déboursées par les institutions internationales. Vous ne pouvez pas, naturellement, comptant sur ces enjeux géopolitiques, dire que voilà, vous étiez épargné, ou carrément les taux de mortalité que nous avions eu en ce moment-là ne sont pas des taux de mortalité assez importants, donc nous sommes dans une période, tout comme une période normale. Maintenant, pour rebondir un peu... Moi, j'en parlais par rapport aux chiffres des 74 000 décès qu'on impute au continent lié au coronavirus, juste sur cette maladie. Vous prenez un mal comme le paludisme qui fait 100 000 morts chaque année. Bien sûr. Est-ce qu'il y a urgence? Non, en fait, de toutes les façons, en Afrique,
nous pouvons quand même admettre, et je pense que c'est un point de vue partagé par beaucoup, que il n'y a pas eu tellement urgent. Voilà pourquoi c'est à dessein que les gens ne tentent pas réellement de pouvoir comprendre le fait que l'Afrique a été catégoriquement épargnée. On parle d'une épargne assez relative, etc. Mais nous constatons que l'Afrique a été réellement épargnée. Bon, compte tenu des aspects peut-être qui nous ont permis, avec ce paludisme que vous venez de citer, parce que c'est une maladie, comme le disons, on n'est pas trop loin du paludisme, et nous avions eu quand même des anticorps qui ont été développés, qui permettent quand même d'avoir une immunité assez évoluée que les Européens, que ça voudrait dire que si ils ont nos cas de paludisme, on serait quand même dans une situation d'hécatombe. Et maintenant, pour rebondir un peu à la question dont il parlait un peu de réunir les scientifiques pour réellement voir la composition. Je pense que cet aspect ne se pose pas dans la mesure où il y a des pays, lorsque vous prenez l'Égypte, et le Maroc, la Tunisie, mais qui veulent réellement importer, en réalité, fabriquer sur place réellement ces vaccins-là qui ont été donc trouvés. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a des scientifiques qui sont là, qui peuvent réellement partir dans des compositions pour le faire. Donc, la situation en tant que telle ne se pose pas au niveau de la composition même de ces vaccins-là. Sauf qu'ici, si nous avions été épargnés par cette pandémie, ça voudrait dire quelque part que la réponse à donner, disons, à cette maladie dans les pays du Nord ne serait pas fondamentalement les mêmes réponses qu'on aurait ici. Puisqu'on risque réellement de se retrouver dans les mêmes proportions que si nous adoptons les mêmes solutions que les solutions que nous apportons. Donc, de toutes les façons, je pense que l'ambiguïté est toujours là. Et bon, de toutes les façons, il n'y a aucun pays qui a toujours forcé, comme le disait tantôt David, en disant qu'on doit, même pour te traiter, je ne pense pas que l'autorité peut quand même émettre, dire que c'est fondamentalement, il faut aller te traiter. Donc, chacun a son choix, mais il appartient quand même au gouverneur de pouvoir donc choisir, disons, un peu la formule idéale pour amener les gens à pouvoir donc adhérer à ce vaccin-là et d'avoir donc, disons, une couverture vaccinale assez importante. Oui, au fait, moi, je me dis qu'on doit pousser la réflexion très, très loin. Parce que, il est bien de dire que personne n'est forcé à se faire vacciner, mais il y a le fait de la société qui existe. Oui. Par exemple, si certains venaient à se faire vacciner et, entre-temps, le vaccin se révélait être efficace et pouvait le prévenir contre, il subirait l'effet de ceux-là qui ne se sont pas fait vacciner. Donc, il se ferait contaminer rapidement. Je pense que c'est dans cette logique que M. Diabavi disait tout de suite que les Africains sont obligés de se vacciner parce que les Occidentaux craignent que, entre-temps, si eux ils se vaccinaient, que l'Afrique ne se vaccinait pas du fait du flux migratoire, ça peut avoir des effets. Donc, ce problème aussi se pose en Afrique et même entre nous, dans les pays, les villages, les hameaux. Parce que juste une seule personne peut raviver la flamme éteinte. Donc, on doit essayer de regarder cela. Et par rapport à ce que je disais, c'est que s'il y a ce débat de refus ou d'acceptation de ce vaccin, c'est parce que nous n'avons pas confiance, nous ne connaissons pas de quoi est fait ce vaccin. Et celui qui peut le connaître, ce n'est pas moi, c'est peut-être un scientifique, c'est un médecin, qui peut aller vérifier, un laborantin qui peut aller vérifier la composition. Et comme il le dit, effectivement, nous avons également appris des choses au cours de nos études, que le vaccin, c'est le virus atténué qu'on inocule dans ton organisme pour développer, des anticorps et puis pour revenir le truc là. Malheureusement, voilà, quand vous posez vos questions, je suis en train de dire quelque chose. Nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas à ce stade. Quand on va nous envoyer ce virus-là atténué à un niveau où le virus sévit là-bas, ce ne serait pas une atténuation qui pourrait peut-être nous infecter plus. Donc, il y a toutes ces idées-là qui se développent. Pour ramener quand même nos corps à être plus fragiles et se retrouver dans... Donc, il y a de ces réflexions-là qui viennent dans ma tête et qui m'obligent à dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire confiance à celui-là qui nous envoie le vaccin, qu'on nous permette au moins de faire confiance à nos scientifiques internes, à nos médecins, à nos laborantins, qui nous disent, non pas comme les politiques nous disent, ou acceptent, mais qui nous disent, nous avons pris cela, nous l'avons testé, nous l'avons, même si aujourd'hui nous sommes prêts à fabriquer et que nous n'avons pas les moyens, au moins nous pouvons aller nous aligner derrière nos médecins parce qu'eux au moins ne peuvent pas nous tuer, ils sont comme nous, et ils peuvent aller dire, oui, prenez garde parce que nous avons constaté que c'est ce que moi je suis en train de réclamer pour que nous puissions avoir une adhésion collective et pouvoir, si le vaccin devait être un vaccin, apprendre
que nous prenions ça pour nous épargner sur toute la ligne et non de créer des trucs en dents de scie où certains sont immunisés, doivent être contaminés par certains qui ne sont pas immunisés, tout ça. Et voilà, Oui, ça me permettez que j'ajoute ceci. C'est vrai que lorsque vous prenez un peu l'explication qui est donnée à ces vaccins-là aujourd'hui, c'est pas loin en réalité des explications données, par exemple, aux produits trouvés par l'Université de Lomé. C'est pratiquement la même chose. Mais aujourd'hui, on n'a pas su quand même, le gouvernement n'a pas su quand même mettre les moyens, puisque les explications nous disent que les produits qui ont été donc retrouvés par les scientifiques au niveau de l'Université de Lomé ne permettent pas de guérir également la maladie. Ça booste le système immunitaire. Tout à fait. Donc, pratiquement, c'est la même chose. Maintenant, pourquoi ne pas réellement mettre les deux côte à côte, de pouvoir aussi investir autant de moyens dans ces cas-là pour dire que voilà, c'est le... Vous anticipez la question que j'allais poser à David. On a semblé un peu mettre un peu sous éteignoir toutes les initiatives qui visaient à proposer de véritables remèdes. On vous dit que, en principe, que c'est pas quelque chose que vous pouvez aller dire, bon, nous guérissons, j'allais dire totalement, mais vous boostez le système immunitaire pour que quand ça vient, eh bien, le système se défend lui-même, comme il le fait pour toutes les autres maladies. Parce que, n'oublions pas de le dire, toutes les maladies qui viennent, le système lui-même a les composants pour créer de quoi riposter contre la maladie. Mais là, on dit non, c'est pas ça la solution, c'est le vaccin. Oui, ça prouve aussi la dépendance de nos États et la faiblesse de nos gouvernants. Moi, je me rappelle l'investissement que l'université avait fait dernièrement dans la recherche de solutions. Et les médecins au niveau de l'université de Lomé avaient été félicités. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils sortent un produit, un vaccin. Mais non, après, tout est rentré sous silence et on n'a jamais rien compris. Et à quoi ça sert d'aller acheter un produit qui coûte des millions? Quand on parle de 270 millions de vaccins, ce n'est pas gratuit. Hein. Même si on vous vend un vaccin à $1 ou à $2, vous multipliez par 270 Je pense que le vaccin de Pfizer et BioNTech est autour entre 6 et $10. Et qui impose même plus de dépenses pour sa conservation. Voilà. Pour le conserver, il faut au moins être à moins 70 degrés et chaque individu a besoin de 2 doses. Et donc, quand vous multipliez tous ces chiffres, vous voyez un peu dans quoi on est rentré. Alors qu'avec autant de devises étrangères, on peut investir dans la recherche locale. D'autres pays l'ont fait. Le Madagascar l'avait essayé. Le Bénin était arrivé à un niveau. On avait entendu parler aussi du cas de la RDC, etc. Mais aujourd'hui, aucun de ces pays ne peut répondre efficacement à cette interrogation parce qu'on attend toujours, on se dit que c'est le vaccin quand il sort quand on parle de laboratoire Pfizer, quand on parle de laboratoire Johnson & Johnson, c'est de gros laboratoires. Quand vous arrivez là-bas, ce n'est pas ce qu'on a ici. Et déjà à l'entrée, vous avez l'équipement médical, etc. Et donc il y a ce manque de confiance qui a été manifesté vis-à-vis de ces laboratoires locaux, vis-à-vis de ces chercheurs qui ont les mêmes compétences. Oui, justement par qui? C'est pas par nous-mêmes. Non, c'est pas par nous, on ne décide pas. C'est les États. Quand Madagascar nous dit, bon, et on a l'Institut malgache des sciences appliquées qui dit que le Covid organique, il est efficace. On a tout fait pour dire non, c'est pas bon parce qu'ils n'ont pas suivi tel process. Le Togo, il a commencé par nous produire quelque chose, on n'en sait pas où on en est. Le Bénin, on avait la pivirine, on nous a dit c'est très efficace, mais il n'y a pas eu le soutien nécessaire. Mais pourquoi tout ça? Mais c'est l'OMS, ce n'est pas les États. Et nos États dépendent tous de ces institutions onusiennes. Si l'OMS sort et qu'elle dit vos vaccins, on n'en veut pas, vous ne pouvez pas. Vous avez vu le Maroc, il a été arrêté en pleine évolution. Oui, maintenant il expérimente le vaccin. Et donc aujourd'hui, tout ça est consécutif à notre dépendance à ces institutions onusiennes. Et l'Organisation mondiale de la santé, c'est cette organisation qui coiffe la santé mondiale. Quand l'OMS sort, les États-Unis sont dans les rangs, la France est dans les rangs, l'Allemagne est dans les rangs. Et donc quand on vous dit que vos vaccins ne donnent pas assez de garanties pour prévenir ou pour guérir ce Covid-là, alors vous ne pouvez pas avancer. Donc il y a eu ce manque de solidarité aussi de la part de ces chefs d'État africains qui se sont retrouvés ou qui pourraient se retrouver, en tout cas si je prends la zone de la CEDEAO, pour cette partie de l'Afrique de l'Ouest dans laquelle se trouve notre pays, les chefs d'État de la CEDEAO pourraient aussi se réunir pour prendre des décisions, pour aider, pour soutenir ces laboratoires. L'Union africaine pourrait faire pareil et
ça aurait pu donner quelque chose. Mais aujourd'hui, on a toujours attendu. Et quand l'OMS était sorti lors de ces déclarations, tout le monde est rentré dans les rangs et tous les pays ont dû abandonner ces recherches. Au fait, moi, je suis en train de regarder, est-ce qu'au bout de la chaîne, nous ne serons pas ressortis encore plus fragilisés qu'avant? Parce que, tel que le disons, si nos recherches ont été dévouées, déboutées, et puis on nous impose aujourd'hui des vaccins qui vont d'abord nous coûter en achat, qui vont nous coûter en conservation et qui vont nous coûter en nombre de doses. Vous voyez, avec déjà notre état de santé pour toute l'Afrique, à voir que c'est ça ce qui fait de la peine aujourd'hui à regarder et à se demander qu'est-ce qu'il faut faire, quelle conduite tenir devant cette situation qui, du reste, est mal maîtrisée par tout le monde. Mal maîtrisée par tout le monde. Et il y a eu, entre-temps, dès que, au moment où Covid était arrivé, nous avons tenu un débat ici. Nous avons dit, est-ce qu'il faut faire aujourd'hui foi à des produits bien sortis des laboratoires bien faits et qui ne vous garantissent pas une santé comparé à des produits sortis de l'ingénierie africaine qui n'a pas passé, par exemple, par ces étapes de contrôle, mais qui guérissent. Parce qu'on parlait de ceci à partir du Madagascar, où nous avons constaté que des gens guérissaient mieux avec leur Covid organique que les produits qui venaient de l'extérieur et les protocoles sanitaires qui étaient affectés aux malades tombés de ces trucs-là. Et nous avons comparé le taux de contamination à Madagascar et puis en Europe à l'époque. Et nous nous sommes dit, pourquoi moi je ne prendrais pas le Covid organique tout de suite si je pense que ça peut me guérir, parce que le facteur dominant, chose commune, c'est éviter la mort, c'est échapper à la mort. Échapper à la mort, si je peux échapper à la mort en prenant moi mon Covid organique et que l'autre échappe à la mort en prenant son vaccin, c'est que résolument nous avons les mêmes chances de survie. D'accord. On va passer maintenant au second sujet. On a encore une dizaine de minutes pour en parler. C'est la Centrafrique et l'activation de la rébellion. La première attaque des rebelles aux abords de la capitale centrafricaine Bangui depuis le début de leur offensive contre le président fraîchement réélu Faustin Archange Touadéra. Eh bien, cette attaque a été repoussée, faisant un mort chez les casques bleus et au moins une dizaine parmi les assaillants. Il s'agit des premiers affrontements aux portes de Bangui depuis que 6 des principaux groupes armés qui contrôlent 2/3 du territoire depuis le début de la guerre civile il y a 8 ans ont annoncé la formation en décembre dernier d'une coalition et lancé une offensive pour empêcher la réélection de M. Touadéra. Adam Adjono, finalement, on peut dire que Faustin Archange Touadéra ne contrôle plus que Bangui, mais il contrôle également Bangui avec l'aide de la MINUSCA, de la Russie et autres. Mais naturellement, parce que d'abord cette attaque-là, et bien avant ça, avant même les élections, il y avait eu aussi des intrusions qui avaient été signalées aux alentours de Bangui. Ça voudrait dire, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il contrôlait le pays à 2/3, mais pratiquement, je pense que le tiers est en train d'être envahi également. Et ça montre, je pense qu'à suffisance, c'est un peu la fragilité des forces régulières de la Centrafrique. Parce que lorsque vous prenez la MINUSCA, vous prenez les troupes rwandaises, vous prenez la Russie, vous prenez même les troupes françaises qui étaient donc de faire des survols de reconnaissance, ça voudrait dire quelque part qu'il y a problème. Et ça, concernant surtout ces élections, après ces élections, en tout cas, le commun des mortels s'attendait réellement donc à une plus activation de ces groupes armés-là. Parce que d'abord, c'était des élections où ces groupes armés qui étaient donc signataires de l'accord n'avaient pas donc été fondamentalement pour le fait que ces élections se tiennent. Ils avaient voulu qu'on puisse donc les reporter. C'est vrai que la situation de Gou Karma, le pouvoir régulier qui estimait que pouvoir donc reporter ces élections-là donnait donc un peu un sentiment, tout comme s'ils ont reculé en face donc, de ces groupes armés-là. Moi-même, je me dis, il faudrait réellement, au-delà du fait que ces approches-là sont, on peut quand même les prévoir, mais quelque part de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Et parce qu'il y avait des analyses qui disaient que reporter les élections de quelques jours n'entachait en rien un peu l'ordre constitutionnel établi. Et ça, j'estime qu'après ces élections, d'abord des élections qui étaient d'abord contestées, ça voudrait dire que les résultats seront bien évidemment contestés et ces groupes armés là vont être plus actifs.
moi, je me dis aujourd'hui, lorsque nous prenons en tout cas toutes ces forces réunies, qui n'ont pas su quand même, qui sont carrément dans la défensive, au niveau de certains, même au niveau même de Bangui, je pense qu'il n'est pas temps, lorsque nous prenons surtout en termes d'effectifs, s'il n'est pas temps quand même de pouvoir activer l'offensive de ces groupes-là, de les reculer davantage pour permettre au président de pouvoir réellement gérer un pas important de ce territoire-là. Parce que s'il faudrait élire un président qui a pratiquement légitime ou carrément qui a pratiquement tous les pouvoirs et qui ne se résume qu'à la capitale, ça cause problème. Ça cause problème. Ça voudrait dire quelque part que ceux qui dirigent en réalité ce pays-là, ce sont donc des groupes armés. Ce n'est pas en réalité le président régulièrement élu. Donc, moi, je me dis, tel que le problème est posé, il faudrait réellement que ces institutions dont fait partie aujourd'hui la Centrafrique, que ce soit la France et les Nations Unies, etc., qu'on repose réellement le problème. D'accord. Est-ce qu'il est possible pour le président Faustin Archange Touadéra de tenir dans ces conditions? Il y a par exemple un analyste du Centre de recherche internationale série des Sciences Po de Paris qui dit que ce que les rebelles ont compris, c'est que la communauté internationale mesure la crise en Centrafrique à partir de ce qui se passe à Bangui. C'est pourquoi ils mènent des actions dans le périmètre immédiat de Bangui, pas pour prendre Bangui qui est très défendu, mais pour montrer à Touadéra que Touadéra ne contrôle plus rien ou pas grand-chose. Oui, mais aucun président centrafricain, en tout cas sur les 3 derniers qui se sont succédés, n'a jamais contrôlé la totalité du territoire centrafricain, de Bozizé jusqu'à celle qui a fait la transition, même avant Bozizé, Patassé et tout ça, mais c'est compliqué. La Centrafrique, c'est un petit pays, mais très profond. Et donc aujourd'hui, le président actuel a des difficultés pour gérer le pays. Pourquoi? Parce que des rebelles ont pris des armes contre lui et cela ne date pas d'aujourd'hui. Alors il faut savoir faire attention. Bozizé était parti dans les mêmes conditions. Ça a commencé avec ces anti-Balaka et tout ça là, les jeunes rebelles là, qui ont pris des armes et qui ont commencé à attaquer toutes les villes de la Centrafrique. À la fin, Bozizé a dû fuir le pays avant de revenir aujourd'hui. Et à la suite de son départ, on a senti quand même une certaine stabilité avec la transition qui a été menée par Madame Panza après l'élection de Archange Touadéra, qui a fait 5 ans et qui s'est représenté dernièrement. Mais malheureusement, son second mandat risque d'être beaucoup plus perturbé que le premier parce que les rebelles ont décidé aujourd'hui de lui mener la vie dure. La première raison, c'était les conditions d'organisation des dernières élections. La seconde raison, c'est des dossiers de candidature de certains Centrafricains, dont celui de Bozizé, qui ont été rejetés. Et donc aujourd'hui, les rebelles ont envie d'offrir un mandat d'instabilité à Archange Touadéra, qui a, lui, la chance d'être soutenu par la communauté internationale. Mais jusqu'à quand ce soutien militaire et logistique va lui être apporté quand on sait qu'en Centrafrique, le pays a toujours été victime de coups d'État, le pays a toujours été instable parce qu'en avant, il y a des intérêts que les gens ont mis devant. On a vu un peu comment la France, grâce à ses forces militaires, avait géré la crise en Centrafrique, tout le monde le sait. On a vu ce que les Russes aussi sont en train de faire aujourd'hui en Centrafrique. Et donc aujourd'hui, ils sont sur un terrain d'intérêt. Et quand l'intérêt n'existerait plus, j'ai peur que Touadéra soit lâché face au soutien de la communauté internationale et laisser la Centrafrique encore une fois dans les mains des rebelles. Et les rebelles, eux, de leur côté, ils espèrent, parce que là, ils sont dans une logique de guérilla, et ils espèrent à la longue prendre Bangui, finalement, avec un peu de ténacité, puisqu'ils contrôlent 80% du territoire. Il n'y a que Bangui qui leur échappe. Avec un peu de ténacité, ils réussiront si rien n'est fait. Oui, moi, la question que je me pose, quand on fait appel, par exemple, à une assistance internationale, est-ce que c'est pour venir protéger le chef de l'État dans son palais ou bien libérer le pays des assaillants, tout ce qui des rebelles? Si oui, depuis que ces factions-là sont arrivées pour assister Faustin, est-ce qu'ils ont pu lui permettre de pouvoir gagner un certain nombre de périmètres de tout ce qui lui a été pris? C'est ça ma grande question. Et je pourrais également dire que ça doit nous appeler à une conscience en Afrique.
parce que du moins il a cité depuis une dizaine d'années l'austérité a plus de recrudescence, mais on pourrait parler d'une relative accalmie du temps de Ange-Félix Patassé. Donc c'est à partir du moment où les Bozizés ont commencé par créer des factions pour pouvoir chasser Ange-Félix Patassé que le pays ne se retrouve plus. Et lui-même, il a été chassé, il est revenu, etc., etc. Donc les leçons qu'on devait tirer, c'est que est-ce que nous ne nous ennuyons pas, comme quelqu'un dit que l'homme s'ennuie du bien, cherche le mieux, trouve le mal, s'y soumet, craint du pire. Nous arrivons à cette conclusion. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, si en fait, ceux qui sont venus pour appuyer l'armée régulière de la Centrafrique faiblissaient un tout petit peu, ça veut dire que demain, nous apprendrons que c'est les rebelles qui ont pris le pouvoir. Et d'ailleurs, dans la lecture des choses aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un contrôle un pays, c'est qu'il a la majorité de l'étendue du territoire. Et c'est les rebelles qui contrôlent aujourd'hui. Je ne sais même pas si la présidence de Foster aussi a une valeur actuellement. Hein, c'est ça la question. Donc, il va falloir que... Il a été régulièrement réélu. Hein. Régulièrement réélu pour combien de C'est ça le problème. Pour quel périmètre? Quelle superficie? Pour quelle superficie? C'est ça la question. Et puis aujourd'hui, nous ne voyons pas une riposte vraiment qui déboute les rebelles. Les rebelles sont plutôt avancés et qu'eux, ils reculent ou bien ils essaient de protéger la petite superficie qu'ils dirigent en tant que président réélu légitimement et légalement. C'est ça le problème. Donc, je ne sais pas. Et pendant ce temps, qu'est-ce que ceux-là qui sont venus attendent? Parce que quand nous regardons, rien n'est né de l'Afrique elle-même, puisque quand nous prenons la Centrafrique, c'est un pays atypique, où il y a d'abord tout le monde est lié par des liens de sang, et ils parlent même une langue unique qui est le sango. Donc en principe, c'est le pays qui devait se porter très bien en Afrique. Mais malheureusement, par rapport au pays où il y a plusieurs ethnies. Oui, d'accord, ça se comprend. D'accord, on va marquer maintenant la pause et on revient après, le journal continue.